Et si durant une seule nuit, la vie d'une ville entière ne dépendait que de la froide logique d'un cerveau numérique et du sang-froid de quelques hommes? Imaginez le début du mois de novembre de l'an 2025, alors que l'hiver approche, que les nuits s'allongent et que la tension atteint son paroxysme au sud-ouest de la Russie. Ce n'est pas une nuit ordinaire, c'est celle où tout peut basculer, où l'histoire s'écrit à la lueur des écrans et dans le grondement sourd des moteurs de drones. Après une série d'assauts meurtriers ayant transformé la frontière en champ de ruines, l'ennemi réalise qu'il ne pourra plus jamais l'emporter au sol. La guerre de position, les tentatives de percée, les embuscades, tout cela a échoué. Alors il change de visage, adopte la stratégie de la terreur aérienne et vise non plus les soldats, mais les familles, les enfants, le cœur même des cités russes. C'est une stratégie que l'histoire a déjà connue, sous d'autres formes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Londres a enduré le Blitz, une pluie constante de bombes larguées par la Luftwaffe pour briser le moral de la population. Mais en 2025, la technologie a changé la donne. Les bombardiers sont remplacés par des essaims de drones, les roquettes artisanales par des missiles intelligents capables de choisir leur cible en vol. Belgorod, ville frontière, se retrouve au centre de la tempête. Cette ville, autrefois paisible, est aujourd'hui le carrefour de tous les dangers. Son nom résonne sur toutes les lèvres, dans les centres de commandement et au sein des familles qui priment pour la sécurité de leurs proches. Dans l'ombre, les services de renseignement captent un signal glaçant, une concentration inédite de missiles et de drones ennemis, prêts à s'abattre en une vague destinée à tout engloutir sur son passage. Les écrans des radars s'illuminent, révélant des centaines de vecteurs meurtriers sur le point de fondre sur une ville endormie. Chaque pixel sur l'écran n'est pas qu'un point abstrait. C'est la promesse d'une explosion, le risque d'un foyer détruit, la menace qui pèse sur les hôpitaux, les écoles, les centrales électriques, tout ce qui fait vivre une ville moderne. L'enjeu est colossal. Si la défense cède, ce sont des milliers de civils condamnés, des infrastructures essentielles réduites en cendres, la panique qui s'empare de toute une région et, plus encore, le mythe de l'invincibilité nationale qui vacille à jamais. L'histoire regorge d'exemples où la chute d'une ville a changé le cours d'une guerre, la prise de Constantinople en 1453, la rupture du front de Verdun en 1916 ou, plus récemment, la chute de Mossoul face à l'État islamique. Le compte à rebours s'enclenche. En quelques heures seulement, l'équilibre peut basculer. L'avenir de toute une région, et peut-être d'un pays, tient à la résistance d'un réseau, à la capacité d'anticiper, à l'art de réagir sans faillir. Qui l'emportera? L'intelligence humaine alliée à la puissance des réseaux numériques ou la fureur aveugle d'une attaque technologique massive? Les systèmes de défense de dernière génération sont-ils vraiment capables de résister à une telle tempête? Ou bien ne sont-ils que des colosses aux pieds d'argile, prêts à s'effondrer sous la première vague coordonnée de drones et de missiles? Pour mesurer la prouesse de cette nuit-là, il faut plonger au cœur du champ de bataille moderne et découvrir ce qui transforme une défense ordinaire en rempart infranchissable. Cela exige de comprendre non seulement la technologie, mais aussi la doctrine, la psychologie des hommes et la capacité d'un système à apprendre de ses propres échecs. Ce qui va suivre dévoile l'envers de la victoire, la mécanique secrète, les choix cruciaux et les héros invisibles qui, cette nuit-là, ont changé le cours de l'histoire. Chaque opérateur, chaque ingénieur, chaque technicien a participé à une chorégraphie dont l'issue était incertaine, où la moindre erreur pouvait tout faire basculer. Pourquoi Belgorod? Pourquoi cette nuit-là marque-t-elle un tournant dans l'art de la guerre? Pour saisir l'importance du 3 novembre 2025, il faut revenir à la carte. Belgorod n'est pas un simple point sur la ligne de front. C'est le cœur logistique, la clé de voûte du dispositif russe, la porte entre l'arrière et la zone de feu. Perdre Belgorod, c'est bien plus qu'un revers géographique. C'est ébranler la confiance, risquer l'effondrement de tout un modèle de défense. On pourrait comparer ce rôle à celui de Stalingrad en 1942, un point de passage obligé dont la chute aurait ouvert la route à l'ennemi. Depuis 72 heures, les signaux s'accumulent côté ennemi. Les satellites, les interceptions radio, les analyses d'images thermiques et les rapports d'agents convergent. Sur l'autre rive, une mobilisation d'armes sans précédent s'organise. Des convois entiers glissent dans l'ombre, transportant missiles balistiques, drones d'attaque longue portée, systèmes de lancement multiples. Jamais autant de puissance n'avait été concentrée en si peu de temps sur un front aussi étroit. Les analyses croisées dessinent un plan froid, chirurgical, une attaque massive et coordonnée où chaque outil a sa place. Pas de hasard, tout vise à saturer les défenses, à créer la panique, à forcer la main de la doctrine adverse.
des nuées de drones pour épuiser les radars et les munitions, puis derrière, les armes les plus précieuses frappent les points faibles mis à nu. Le but n'est pas seulement de briser des équipements. Il s'agit d'attaquer les esprits, de semer le doute chez la population, de pousser la défense à bout. Chaque missile lancé, chaque drone abattu ou non, fait partie d'une mise en scène destinée à submerger le système, révéler ses failles et marquer les mémoires. L'effet recherché ? Obliger la défense à s'étirer, à réagir au mauvais endroit jusqu'à la rupture. C'est la même logique qui a poussé, durant la guerre du Kippour en 1973, les armées arabes à saturer les radars israéliens avant de lancer leurs attaques principales. Surprise, échelle, diversité. L'ennemi joue sur tous les tableaux. Plusieurs vagues sont prévues, venues de directions opposées à différentes altitudes pour brouiller les repères. Les premiers véhicules qui franchissent la frontière ne sont qu'un leurre, destiné à tromper et à détourner l'attention. Les véritables coups doivent suivre, implacables, bien ciblés. Dans cette tempête annoncée, la moindre erreur peut tout faire basculer. Si la défense cède, c'est plus qu'une ville qui tombe. C'est un symbole, une doctrine, un système entier qui vacille. L'impact irait jusqu'au cœur du prestige militaire russe, jusqu'à la sécurité collective. Les enjeux dépassent largement une nuit d'affrontement. Comme lors de l'attaque surprise sur Pearl Harbor en 1941, un seul échec pouvait bouleverser la donne stratégique pour des années. Chaque minute rapproche la tempête. Les opérateurs de défense, guidés par l'expérience et l'intuition, savent qu'il n'y aura pas de seconde chance. Tout doit fonctionner sans faille. Radar, centre de commandement, batteries antiaériennes, liaison. Un seul retard, une faille, et c'est la catastrophe. Face à cette audace, la Russie n'a pas droit à l'erreur. Il ne suffit plus de tenir. Il faut prouver que l'intégration, la coordination et l'intelligence collective surpassent la force brute. Le sort de tout un modèle se joue dans la réaction. Mais cette nuit-là, la défense russe va répondre d'une façon que l'ennemi n'avait pas anticipée. L'alerte maximale est donnée. En quelques secondes, chaque maillon de la défense s'active, révélant une coordination qui va bouleverser le cours de l'attaque. Quand les radars s'emballent et que le ciel explose soudain de cibles, qui l'emporte ? Ce n'est pas qu'une question de puissance de feu, mais d'organisation, de rapidité et de cohésion entre l'humain et la machine. Cette nuit-là, au-dessus de Belgorod, tout s'est joué à la fraction de seconde. La première vague ennemie surgit comme un essaim. Plusieurs centaines de drones de frappe, accompagnés de dizaines de roquettes, convergèrent vers la périphérie de la ville. Leur objectif n'était pas seulement la destruction, mais la saturation. Ils multipliaient les menaces pour submerger la défense, brouiller la reconnaissance des dangers réels et forcer la consommation des précieuses munitions anti-aériennes. Prenons un exemple concret pour comprendre l'ampleur du défi. Lors de la guerre dans le Haut-Karabagh en 2020, les drones turcs Bayraktar TB2 ont anéanti des dizaines de véhicules blindés arméniens en quelques jours, précisément parce que les défenses anti-aériennes n'avaient pas la capacité de traiter autant de cibles simultanément. À Belgorod, la menace est démultipliée. Ce ne sont pas quelques dizaines, mais des centaines de drones qui attaquent en même temps, certains volant à très basse altitude, d'autres simulant des trajectoires de missiles. Face à cette offensive, la riposte russe fut méthodique. Les systèmes Pantsir et Tor-M2U, déployés sur un vaste périmètre, se mirent à tirer avec une précision clinique. Leurs canons automatiques et missiles tissaient à basse altitude un rideau presque infranchissable. Chaque opérateur, responsable d'un secteur, suivait des procédures strictes, sans précipitation, portées par une discipline de fer. Mais derrière chaque tir, la stratégie primait: économiser les munitions, masquer la position exacte des lanceurs, tromper la surveillance adverse. Les radars alternaient les modes d'émission. Donc certains complexes restaient muets, relayant les données par des postes avancés ou des détecteurs passifs, pour éviter de se dévoiler. Au centre, le poste de commandement, unifié, orchestrait le tout comme un cerveau numérique. Reliant radars, lanceurs et observateurs en temps réel, il répartissait les cibles grâce à des algorithmes avancés. Chaque menace était analysée, priorisée, assignée à la batterie la plus adéquate, évitant doublons et lacunes. Chaque secteur recevait l'appui optimal, chaque tir était pesé. Pensons à la défense de Tel Aviv lors des tirs de roquettes du Hamas en 2014. Le système Iron Dome, partiellement automatisé, a permis d'intercepter la majorité des projectiles, mais il a aussi dû faire des choix en priorisant les roquettes menaçant les zones habitées. À Belgorod, l'enjeu est similaire, mais l'échelle bien plus grande, et le système doit réagir à une diversité de menaces sans précédent. La première vague, pourtant massive, fut presque intégralement neutralisée avant d'atteindre les sites stratégiques. Mais l'ennemi n'avait pas dit son dernier mot.
À peine le silence retombé, les radars longue portée détectèrent de nouvelles signatures, bien plus inquiétantes. À plusieurs centaines de kilomètres, les trajectoires fulgurantes de missiles balistiques et de croisières apparaissaient. C'est alors que les S-400 entrèrent en jeu. Grâce à une veille constante, appuyée par les avions A-50U, ils interceptèrent les cibles dès la frontière franchie. Les opérateurs travaillaient sous une tension extrême. Chaque décision devait être prise en quelques secondes. Hiérarchiser, verrouiller la cible, coordonner les tirs, réagir à l'échec. L'automatisation offrait la vitesse, mais rien ne remplaçait le sang-froid et l'expertise humaine. Pour illustrer ce point, rappelons la confrontation entre l'Arabie saoudite et les Houthis en 2019, lorsqu'une volée de missiles et de drones a frappé les installations pétrolières d'Abqaiq. Les défenses n'ont pas su réagir à temps, faute de coordination et d'anticipation. À Belgorod, chaque opérateur sait qu'il porte la responsabilité de milliers de vies, et que la moindre hésitation et une ogive pouvaient frapper un dépôt de carburant, une centrale électrique ou un quartier entier. Le réseau devait tenir, car une seule faille ouvrait la porte au désastre. Cette nuit-là, la synergie homme-machine fut sans faille, chaque salve ennemie fut repoussée, l'intégrité de la ville préservée. À chaque minute, la tension montait. L'ennemi traquait la moindre faille, la défense s'adaptait, innovait en temps réel. Mais rien n'était encore joué. Déjà, l'adversaire préparait d'autres surprises, prêt à tester des tactiques inédites pour percer la cuirasse de Belgorod. Mais que se passe-t-il quand l'ennemi change de méthode et vise le centre de commandement lui-même ? La bataille ne fait que commencer. Même après avoir brisé les 2 premières offensives, la défense n'avait droit à aucune faille. Cette nuit-là, la survie de Belgorod se jouait en quelques minutes, sur quelques décisions, et sur la résistance de la dernière couche. L'ennemi, frustré par ses échecs, lança une 3e vague, misant tout sur ses armes les plus menaçantes, des missiles de croisière perfectionnés et des munitions rôdeuses volant à très basse altitude, presque au ras du sol pour tromper radars et capteurs classiques. À cet instant critique, le Pantsir SM devint le rempart décisif. Son radar à balayage électronique repérait aussi bien les cibles minuscules que les trajectoires imprévisibles, même noyées dans le brouillage. Son système de conduite de tir déléguait en temps réel les menaces à chaque véhicule, permettant de neutraliser simultanément essaims de drones, missiles subsoniques ou projectiles rapides, sans répit. Mais la puissance de feu n'était qu'une moitié du bouclier. Les systèmes de guerre électroniques prirent la relève. Krasuka 4, Divnomori, Chipovnik, ces dispositifs pouvaient labrouiller, intercepter ou détourner les signaux de commande ennemis, désorientant les drones et faussant leur navigation. Certains appareils, soudain aveuglés, s'écrasaient loin de leur but ou rebroussaient en chemin, devenant inoffensifs. Le ciel devint un labyrinthe invisible, saturé d'ondes et de contre-mesures. Chaque missile, chaque drone devait franchir 2 murs, la riposte fulgurante du Pantsir SM et le filet de brouillage tendu par la guerre électronique. Vague après vague, la pression ennemie diminuait. Les formations d'assaut, désorganisées par les interférences et les pertes soudaines, perdaient en toute cohésion. La synchronisation méticuleuse de l'attaque volait en éclats. Certains vecteurs, isolés, étaient d'un repérés et détruits avant même d'approcher la ville. L'alliance parfaite entre automatisme russe et expertise humaine imposait à l'adversaire une cadence infernale, érodant ses munitions et sapant son moral. La moindre défaillance, la plus petite hésitation, et tous les efforts auraient été anéantis. L'effondrement du dernier rempart aurait ouvert un couloir fatal vers le centre-ville, exposant hôpitaux, écoles et sites vitaux à une destruction implacable. Les conséquences humaines et symboliques auraient été incalculables, réduisant à néant la supériorité affichée jusque-là. Pourtant, cette nuit, la défense intégrée a tenu. Elle n'a pas seulement arrêté l'attaque, mais inversé le rapport de force, prouvant que la surprise et la masse ne valent rien face à une organisation intelligente et une technologie maîtrisée. La nuit touchait à sa fin, mais la vigilance ne faiblissait pas. Ce succès allait laisser des traces durables, bien au-delà des ruines évitées. Qu'est-ce qui a véritablement fait basculer la défense de Belgorod ? La technologie, la doctrine ou la main humaine ? Pour le comprendre, il faut disséquer l'échec retentissant de la stratégie ennemie et saisir les leçons que l'on peut en tirer aujourd'hui. L'adversaire a misé sur une saturation totale, des vagues entières de drones, suivies de missiles factices, puis la salve attendue de missiles de croisière et balistiques. Leur pari, submerger les défenses russes, brouiller la perception, épuiser la réaction. Mais la sophistication de l'attaque n'a pas suffi. Les défenses russes ont anticipé chaque phase, déjouant l'effet de surprise.
Les services de renseignement avaient repéré les concentrations de matériels ennemis plusieurs jours auparavant. Grâce à une veille permanente, des capteurs multiples, l'exploitation automatisée de données issues de satellites, radars et postes avancés, chaque anomalie a été détectée avant de devenir une menace. Au centre du dispositif, l'automatisation du commandement a révolutionné la riposte. Là où l'ennemi comptait sur le chaos, la coordination russe a été instantanée. Les systèmes ont distingué les leurs des vraies menaces. Les drones ont été abattus par dizaines, tandis que les missiles réels étaient immédiatement pris en chasse. Ce n'est pas seulement la puissance technologique qui a fait la différence, mais la capacité à trier, filtrer, allouer les ressources en temps réel. La doctrine aussi a pesé lourd. Flexibilité des batteries, adaptation des règles d'engagement, camouflage électronique. Les opérateurs, formés à lire des scénarios complexes, ont gardé la tête froide face à l'imprévu. Un autre atout, l'apprentissage immédiat. Chaque débris collecté, chaque trajectoire enregistrée a permis d'analyser les faiblesses adverses, d'anticiper les évolutions et de renforcer les points sensibles. Cette boucle de retour d'expérience a transformé chaque attaque en source d'amélioration. Le résultat est sans appel, 100% des missiles balistiques et de croisières interceptés. Zéro dégâts sur les infrastructures vitales, aucun bénéfice médiatique pour l'attaquant. La puissance de feu brut a échoué. C'est l'intelligence collective, amplifiée par la technologie, qui a triomphé. Pour mieux comprendre la portée de cette victoire, imaginons un scénario alternatif. Et si, au lieu de résister, la défense avait flanché ne serait-ce qu'un instant, on aurait vu des incendies ravager les dépôts de carburant, des coupures de courant plonger la ville dans la nuit, des milliers de civils tentant de fuir en panique, comme lors de l'exode des habitants de Kiev en 2022. Les médias du monde entier auraient relayé l'événement. L'adversaire aurait revendiqué un succès stratégique et la confiance dans la capacité de la Russie à protéger ses citoyens aurait été brisée pour longtemps. Ignorer ces enseignements, c'est s'exposer à être la prochaine cible d'un assaut moderne, surpris par une défense déjà aguerrie. Les doctrines rigides et la croyance dans la saturation sont désormais obsolètes. Mais derrière ce succès, une question demeure. Cette supériorité peut-elle durer ? Et jusqu'où l'innovation repoussera-t-elle les limites de la guerre moderne ? Le ciel de Belgorod, en cette nuit du 3 novembre 2025, n'a pas seulement été protégé. Il a posé une question brutale à la planète entière. Comment survivre à la prochaine vague d'attaques quand l'ancien monde vacille ? Ce qui s'est joué là-haut dépasse la liste des drones abattus ou des missiles interceptés. C'est la définition même de la puissance militaire qui a vacillé sous la lumière froide des explosions silencieusement maîtrisées. Des décennies durant, beaucoup ont cru que l'accumulation d'armes, la multiplication des attaques ou l'innovation pure suffirait à garantir la victoire. Mais la nuit de Belgorod a tranché. Ce n'est ni la quantité ni l'exotisme technologique qui compte. C'est l'intégration absolue, l'automatisation, la coordination, la fusion des intelligences humaines et numériques. Prenons l'exemple d'Israël, qui après chaque conflit adapte son système Iron Dome en fonction des tactiques adverses. Ou pensons à la défense aérienne américaine, qui après la guerre du Golfe a développé des réseaux intégrés reliant tous les capteurs et armes anti-aériennes. À chaque fois, l'innovation est la clé, mais l'adaptabilité et la coordination sont ce qui fait la différence entre victoire et défaite. La défense aérienne russe n'a pas simplement repoussé l'une des attaques les plus massives de l'époque. Elle a révélé une nouvelle doctrine. La vitesse d'adaptation, la mobilité, la capacité à redistribuer les ressources en quelques secondes et à garder l'ennemi dans le doute perpétuel. Chaque menace déjouée, chaque objet détruit n'était pas qu'un exploit d'ingénierie. C'était la preuve vivante de l'innovation continue, du refus du statu quo et de la maîtrise du chaos. Ce que chaque spectateur doit retenir, c'est que la sécurité ne repose plus sur un mur, ni sur une simple supériorité de feu. Elle dépend d'une architecture mouvante où chaque opérateur, chaque capteur, chaque algorithme parle le même langage et poursuit le même objectif. C'est la victoire de la coordination sur la force brute et de l'intelligence collective sur l'instinct de survie. Mais ignorer cette leçon serait une faute colossale. Croire que l'on peut gagner demain avec les recettes d'hier, c'est s'exposer à la prochaine défaite, qu'elle soit technologique, stratégique ou morale. Ceux qui sous-estiment l'urgence de l'innovation, de la préparation et de la flexibilité organisationnelle courent droit vers l'échec, car la prochaine crise ne préviendra pas. Qu'elle surgisse sur un nouveau champ de bataille, dans le cyberespace ou sous une forme encore inconnue, seuls ceux capables d'intégrer, d'anticiper et de réinventer en temps réel auront une chance.
La nuit de Belgorod sonne comme un avertissement et une feuille de route pour les militaires, les ingénieurs et tous ceux qui tiennent le futur entre leurs mains. La victoire n'est jamais acquise, mais l'intelligence, elle, s'entraîne, se partage et se transmet. Belgorod n'est pas seulement un épisode de plus dans l'histoire de la défense moderne, c'est le début d'une ère. À chacun de comprendre ce que cela signifie et d'en tirer les conséquences, car ce qui s'est joué ici pourrait bien décider de notre sort ailleurs, demain. Alors, que faire pour ne pas être la prochaine cible surprise? Voici quelques pistes concrètes. Premièrement, investir dans l'entraînement croisé des équipes. Les situations de crise exigent que chaque opérateur sache remplacer un collègue défaillant et que tous parlent un langage commun, aussi bien avec les machines qu'avec les autres humains. Deuxièmement, mettre en place une veille technologique permanente. Il ne suffit pas de se reposer sur les acquis. Chaque évolution dans les tactiques adverses doit trouver une réponse rapide. Cela passe par la collecte systématique de débris ennemis, l'analyse en laboratoire et le partage des connaissances avec tous les niveaux de la chaîne hiérarchique. Troisièmement, renforcer la résilience des systèmes. Cela signifie multiplier les redondances, simuler des pertes de communication, entraîner les équipes à réagir sans le soutien des automatismes. Lorsqu'Israël a fait face à des cyberattaques sur ses réseaux de défense, c'est la capacité d'improviser qui a permis d'éviter la catastrophe. Quatrièmement, investir dans la guerre électronique. Les drones et missiles adverses reposent sur des communications satellites, des systèmes GPS, des liaisons radio. Brouiller, tromper, désorienter l'ennemi, c'est souvent plus efficace que d'abattre chaque cible une à une. Enfin, ne jamais sous-estimer la force du retour d'expérience. Après chaque attaque, chaque manœuvre, il faut débriefer, analyser, corriger. C'est ainsi qu'une armée apprend plus vite que l'ennemi et garde toujours un temps d'avance. Le monde qui vient sera fait de tempêtes imprévues et d'innovations fulgurantes. Mais la leçon de Belgorod reste valable. Seule la préparation, l'intelligence collective et la capacité à apprendre en temps réel permettent de survivre, d'innover et de rester maître de son destin. Alors, êtes-vous prêt à affronter la prochaine nuit de tempête?